Bonjour et bienvenue dans ce deuxième épisode du podcast Vroom Vroom, le podcast que je vous fais en conduisant pour vous parler de tout et de rien. Et ces deux premiers épisodes sont, comme je vous l'ai dit dans le précédent fait, pour compenser du coup l'absence de vlog de vacances au mois de mars. Donc là, dans ce podcast, on va parler du coup, on va continuer la suite du coup de l'histoire sur mon avortement. Parce que comme je disais dans le premier épisode, j'ai besoin d'en parler, d'extérioriser ça. Donc je vais faire ça avec vous, l'extérioriser d'une manière autre que juste en parler avec mes amis, en parler avec des thérapeutes qui m'écoutaient pas forcément. Mais ça, on y reviendra plus tard. Donc si tu veux la première partie, n'hésite pas à aller voir l'épisode précédent. Je te mets le lien directement en dessous sur la description YouTube. Et je ferai une story à la une, podcast Vroom Vroom, sur Instagram, sur laquelle tu pourras retrouver le lien de tous les épisodes sur toutes les plateformes sur lesquelles il est posté. Ok, maintenant que c'est dit, du coup, on va commencer du coup ce deuxième épisode en reprenant où on en était. J'ai appelé l'hôpital, je passais à l'hôpital qui m'a dit du coup qu'il n'avait pas de place avant fin septembre. À ce moment-là, je me suis effondrée devant la nana qui m'a dit non, mais centre de planification de l'hôpital Nord, ils auront peut-être une date plus tôt. Ouais, je dis ok, pas de souci, je vais voir avec Nord. Le lendemain matin, 8h, je me réveille pour appeler Nord. J'appelle le secrétariat, me dit qu'en fait, ils sont pas ouverts avant 8h30. Je me dis bon, bah tant pis, on va attendre 8h30. J'ai attendu 30 minutes après, j'ai essayé d'appeler, je suis tombée sur quelqu'un qui m'a du coup donné un rendez-vous pour le 24 août. En sachant que tous les événements précédents que je vous ai racontés dans l'épisode 1 se sont tous suivis à 2-3 jours près, sont tous passés entre le 16 et le 14 août. Le 16, le 7, à peu près le 7 et le 14 août. Donc tout a été très rapide. Et là, me retrouver à attendre 10 jours, pour moi, c'était inconcevable. C'était la fin du monde, c'était la fin des temps, c'était beaucoup trop long, c'était impossible. Enfin bref. Je suis partie en parano totale. Et du coup, vu que j'avais été voir l'échographe à Lyon, n'importe quoi, à Firminy, et qu'à Firminy, il m'avait dit n'hésitez pas à vous rapprocher de l'hôpital de Firminy, ils ont peut-être rapidement. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai trouvé le numéro de l'hôpital de Firminy, je les ai appelés, je leur ai demandé, et en fait, ils n'avaient pas de date. En fait, la première date disponible à Firminy, c'était la même date qu'à Saint-Étienne, qu'à Nord. Donc du coup, je les ai remerciés, je leur ai dit que j'allais garder mon rendez-vous à Nord, et puis que je verrais à Nord, de toute façon, que je n'avais pas bien le choix, que ce serait Nord ou rien, quoi. Dans tous les cas, j'avais pas un choix immense, dans le sens où si Nord ils ont une date, écoute, à choisir, je préfère aller à Nord qu'à Firminy, c'est quand même un peu plus près, quoi. Et sauf que moi, je vois ça, évidemment, j'envoie un message aux deux, aussi bien à monsieur qu'à ma collègue, mon amie, qui m'a été d'un soutien incroyable. Mon amie qui m'a dit d'essayer de relativiser, qu'elle comprend, que je trouve ça super long et tout, mais qu'en soi, c'est que 10 jours. Et que dans 10 jours, normalement, ce sera encore bon pour faire les procédures, qu'il n'y a pas de raison, qu'avec les datations et tout, ça a été pris à temps, que normalement, ça va le faire, tout va bien se passer, etc. Comme ça, j'ai évidemment en panique à monsieur qui me dit t'inquiète, ce soir, viens, ce soir, tu viens. Je te laisse pas le choix, tu viens. D'accord. Et moi, j'étais là, d'accord, si tu veux que je vienne, je viens. Il était là, si tu veux, je passe chez toi d'abord, et puis ensuite, tu viens, mais je te laisse pas toute seule comme ça, là, je vois que t'es pas bien, viens. Ah, mais je vais attendre de voir, c'est gentil de me faire signe, mais je vais attendre de voir. Parce qu'il y en a qui s'amusaient à faire ça, en ayant quelqu'un en face. Donc, voilà. Et du coup, oui, voilà, monsieur qui me dit, viens, c'est bon. Je te laisse pas toute seule ce soir, en sachant qu'entre temps, sur les étapes précédentes, dès qu'il y avait un truc, je tenais au courant évidemment monsieur, et monsieur à chaque fois passait, soit il passait chez moi, soit je passais chez lui, donc non, il y a toujours un lien très bien, très proche. J'ai toujours continué de sortir, entre guillemets, comme de rien, même si ceux qui n'étaient pas au courant voyaient à ma tête qu'il y avait quelque chose qui était en train de se passer, quelque chose, pas forcément quelque chose de grave, mais quelque chose qui m'impactait fort, même si je leur en parlais pas, donc ils avaient la décence. J'ai vraiment la chance d'avoir des amis géniaux
qui ont la décence de quand je vais mal, ne pas me pousser dans mes retranchements, à me forcer à communiquer alors que je réalise pas moi-même ce qui se passe, ou alors que j'ai pas forcément même conscience de ce qui se passe, ou alors j'ai conscience de ce qui se passe, mais j'arrive pas à poser les mots dessus. C'est vraiment, j'ai vraiment des amis géniaux qui respectent ça et qui vont pas me pousser hors de moi, parce que quand on me pousse dans ces moments-là, je deviens très violente, très agressive, et c'est souvent ce qui a cassé des amitiés par le passé. Et du coup, j'ai des potes ou des fois, je me suis confrontée à me colériser contre eux parce qu'ils poussaient trop. Et je m'excusais après de mon comportement, hein, parce que je sais qu'ils n'ont pas à subir une colère dont leur comportement n'est pas à l'origine, que c'est moi qui suis pas capable de gérer les choses. Et depuis, elles ont compris et ils gèrent très bien la chose. Et elles gèrent très bien la chose. Et c'est génial. Mais ouais, donc non, j'ai vraiment été bien accompagnée par ces deux personnes-là tout du long, et ça a été, je pourrais presque dire que ça a été un bonheur de les avoir, parce que la situation était critique, mais au moins je savais que j'étais pas seule, je savais que j'avais ces deux personnes sur qui je pouvais compter, et que c'était génial. Donc arrive le rendez-vous du 24 août, et à ce rendez-vous-là, du coup, la nana m'expliquait tout, les différentes procédures, ce qu'on est censé faire, et elle prend bien le temps de voir avec moi, de voir la situation, de s'assurer que je sois pas en danger, parce qu'il y a certaines personnes, on les contraint malheureusement à cet acte plus qu'autre chose, alors que moi, non, j'expliquais que c'était un choix consenti à deux, réfléchi à deux. Enfin bref, tu vois, genre que vraiment on avait pris la décision ensemble, que là, je continuais d'être en contact avec lui. Je lui ai même dit, il a proposé de m'accompagner, c'est moi qui n'ai pas voulu, qui voulait faire cette démarche seule, parce que je voulais pas avoir la responsabilité de sa présence à gérer, en plus de la responsabilité de mes propres actes à gérer, quoi. Aussi étonnant que ça puisse paraître. Oui, t'es gros, toi, tu me fais peur. Tu me fais très peur. J'ai vraiment peur des tracteurs quand je conduis, sachez-le. Il y a des gens de plus entendre qu'il n'y a personne d'habitude, j'aime pas, ça m'angoisse. Je vous dis, l'angoisse, ça monte vite. Je suis censée reprendre le travail dans moins d'une semaine. Dans 5 jours, je suis censée reprendre le travail. Là, je prends des pics d'angoisse en conduisant, qui ne m'arrivent plus depuis des années. Des mois, pas des années, parce qu'il ne faut pas abuser. Ça promet. Bref, du coup, oui, voilà, premier rendez-vous. J'explique là, du coup, que c'est bien une décision consentie à deux, que j'ai pas voulu qu'il soit présent. Parce que pour moi, ça faisait un poids en plus, et je voulais pouvoir gérer entièrement le poids de la culpabilité de mes actes à moi. Enfin, pas le poids de la culpabilité, mais genre être capable de gérer ma propre responsabilité déjà, sans avoir en plus à devoir gérer pour lui. Et qui m'avait bien proposé de venir, etc. Et que c'est moi qui n'avais pas voulu, qui avait voulu faire la seule, mais qu'à aucun moment il a fait de la pression là-dessus. Je ne plus qu'au contraire, que comme il m'a dit que s'il y avait eu besoin, il était prêt, enfin si j'avais voulu garder le futur enfant, qu'il était prêt à ce qu'on s'organise devant un juge, niveau pension, etc. quoi. Donc non. J'étais vraiment tombée sur quelqu'un de génial et qu'il n'y avait pas de souci à se faire là-dessus. C'est juste qu'en fait, c'est pas le bon moment pour nous. C'était pas le bon moment ni pour lui qui sortait d'une grosse relation après tromperie, et où j'étais sa première nouvelle aventure entre guillemets, et moi qui entre guillemets recommençais à vivre, dans le sens où je m'autorisais à sortir et à faire des choses que je ne faisais plus depuis longtemps, parce que une partie de moi s'était jamais vraiment autorisée à vivre pleinement et à 100%, et c'était pas dans ce contexte-là que je voulais avoir des enfants, et que je préférais sacrifier cet enfant-là plutôt que genre d'amener un enfant au monde en ayant la culpabilité de ne pas l'élever dans les conditions parfaites dans lesquelles j'aurais voulu l'élever. Et c'est dur, hein. Là, vous voyez, on est le 18 mars. L'intervention s'est passée le 28 août. J'ai encore du mal à en parler sans avoir les larmes qui montent aux yeux et le cœur qui serre.
Parce que cette décision, elle me fait encore mal, quoi. Mais du coup, voilà, le 24, je la vois, elle me présente le tout, du coup, les différentes IVG, l'IVG médicamenteuse, l'IVG par chirurgie, par succion, du coup. Et donc, elle me présente tout ça et elle me dit, bah, maintenant, on a un délai de 2 jours à respecter pour que vous puissiez prendre votre décision. Savoir si vous êtes vraiment sûr de ne plus vouloir cet enfant et si vous ne le voulez plus. À ce moment-là, quelle méthode vous voulez choisir et suivant la méthode que vous voulez choisir, quand vous revenez dans 2 jours, on planifiera du coup la suite des événements. Donc, comme j'ai eu le réflexe très tôt, quand on a fait l'échographie de datation, ça avait que 6 semaines que j'avais l'enfant dans le ventre. Et l'IVG médicamenteuse s'est fait jusqu'à 9 semaines. Et de 9 à 16 semaines, du coup, on passe sur l'IVG par chirurgie, par succion. Donc j'avais encore la chance de pouvoir prendre juste un médicament. Donc moi, je choisis de faire ça. Je reviens toujours après, toujours autant décidée à ne pas garder cet enfant. Mais de l'autre côté, j'avais commencé à développer des trucs un peu maternels, dans le sens où à ce moment-là, forcément, j'avais déjà toute la fatigue du début de grossesse qui s'était accumulée sur ma gueule et que je devais qu'aux autres je cachais en disant non mais je veux juste faire un peu d'anémie et tout, vous avez vu je sors beaucoup, d'habitude je sors pas autant, c'est juste que ça, alors qu'en fait non, je savais que c'est juste que j'étais enceinte et c'était la fatigue du premier trimestre. J'ai eu la chance de ne pas avoir de nausée par contre, ça c'est cool. Peut-être que ça, je l'ai pas gardé assez longtemps pour avoir les nausées. J'ai eu certaines symptômes par contre qui m'insupportaient, qui ne m'insupportaient pas d'habitude. Donc j'ai eu ça en petit désagrément entre guillemets. Les camions me font peur. Mais à part ça, j'ai rien eu d'autre quoi. Et ouais, donc du coup, je reviens le 26, je lui explique que voilà, je suis toujours autant décidée, mais qu'à choisir si on peut faire une médicamenteuse, si je peux peut-être passer par une chirurgie, j'avoue que je préférais, parce que m'endormir qu'une partie du corps alors que j'ai un trouble anxieux, faire une anesthésie locale sur un trouble anxieux, c'est pas du tout une bonne chose. Parce que je sais que l'anxiété va se réveiller, je me rends compte que je ne sens plus telle partie du corps et que je vois qu'on fait des choses dedans et que même si on m'a expliqué tout ce qui se passe et que je sais que tout se passe bien, si jamais il vient à ce qu'il y ait quelque chose qui se passe mal, je l'entendrai parce que je serai réveillée et consciente et que non, j'ai pas envie de passer par là alors qu'il existe une autre méthode d'abord. Et du coup là, je me renseigne du coup sur les chances que cette méthode-là, du coup, ne fonctionne pas, parce que malheureusement, ça peut être un risque. Et là, elle m'explique qu'il y a 4% d'échecs de la prise médicamenteuse, et que sur ces 4% d'échecs, on ne sait pas, on ne sait littéralement pas si ça vient de, est-ce que c'est la femme qui a rejeté le produit, est-ce que c'est le produit qui n'a pas marché, ou est-ce que c'est juste un peu de malchance que le produit n'a pas marché. Est-ce que c'est que la femme a rejeté le produit ou est-ce que c'est l'ovule qui est trop bien implanté, enfin le sac lutéal qui est trop bien implanté pour que ça n'ait pas marché, on ne sait pas. Il y a 4% d'échecs, enfin c'est 4% d'échecs, on ne sait pas. Mais ce que je sais, c'est que si les 4% d'échecs arrivent, on est obligé du coup de passer par une IVG par succion. Du coup, pour vraiment faire attention, parce que si le médicament n'a pas marché une fois, on ne prend pas le risque de redonner une deuxième fois un médicament qui n'a pas marché la première fois. Donc là, moi je me dis tranquille et tout, on passe par là, et du coup on arrive au risque du coup qui peuvent arriver, mais qui arrive très rarement, qui a un potentiel risque d'hémorragie, patati patata. Et là elle me dit est-ce que vous voulez le faire chez vous, est-ce que vous voulez le faire à l'hôpital? Moi ayant des tendances paranoïaques et ayant développé un fort côté hypochondriaque avec le Covid et mes études en biologie quand je faisais mes stages, je faisais beaucoup de stages en virologie parce que j'avais un prof de virologie totalement incroyable qui était prêt à m'offrir une alternance dans son laboratoire. Mais les masters en virologie ne m'ont pas voulu, donc je n'ai pas pu faire d'alternance dans son laboratoire et il en était le premier dégoûté. Il était à la fin aussi. On te refuse alors que tu as déjà l'entreprise. D'habitude, les gens ils sont refusés parce qu'ils n'ont pas d'entreprise. Toi, tu as l'entreprise et tu refuses quand même, c'est n'importe quoi. Enfin bref,
j'ai entre ce côté hypochondriaque et je doublerai pas Coco. Je vais pas doubler un camion plus en vélo alors qu'il y a d'autres camions qui arrivent en face. Je suis pas suicidaire, frérot. Si tu veux doubler, tu doubles, mais moi je double pas, je suis pas suicidaire. Mais du coup, oui, il a doublé tout ce qui est hypochondriaque et ayant plusieurs membres de ma famille qui ont eu des cancers, dont une qui a eu un cancer au col de l'utérus, je me dis à tout moment, je fais partie de la même branche de la famille qui risque de faire une grosse complication comme ça. Je préfère autant être à l'hôpital parce que ce jour-là, j'ai des copines, mes copines elles travaillent tous les matins. La première elle finit à 11h du matin, la deuxième elle finit à midi. Et la troisième personne qui aurait pu m'emmener l'après-midi, ben je sais pas actuellement si elle est dispo ou pas. Donc dans le doute, je dis si c'est possible de le faire à l'hôpital, ça m'arrangerait. Parce que s'il arrive quelque chose le matin, j'ai personne pour m'emmener. Et je suis pas censée conduire ce jour-là. Parce que du coup, ce médicament-là déclenche du coup comme un accouchement. Même si c'est qu'un petit sac lutéal, même si c'est qu'un bébé pas entièrement formé, ça déclenche les mêmes douleurs qu'un accouchement. Les mêmes douleurs d'une fausse couche pour celles qui ont fait une fausse couche jeune ou tardive. Dans tous les cas, c'est la même douleur. C'est exactement les mêmes douleurs qu'un accouchement, une fausse couche. Donc la dame m'avait dit, vous conduisez surtout pas ce jour-là. Et monsieur, ce jour-là, faisait 8h, 13h, 14h, 19h. Sauf que 8h, 13h, 14h, 19h, il le faisait en les yeux. Et donc, ce jour-là, c'était le seul jour où on pouvait pas bouger ses horaires parce que, quand t'es sur toute une journée, tu peux pas bouger tes horaires. Quand t'es qu'un matin, qu'un après-midi, tu peux t'arranger avec un collègue pour te faire dépanner, tu vois, faire changer, c'est pas un souci. Mais quand t'es comme ça là toute la journée, tu vois, c'est compliqué. On ne trouvait pas, donc je lui ai dit, je sais que tu peux pas décaler tes horaires, mais est-ce que tu peux au moins m'emmener à l'hôpital? Juste le matin même. Et je te tiens au courant toute la journée. Je te tiens au courant de tout, c'est pas un souci. Je te tiens au courant toute la journée. Donc on avait mis du coup le rendez-vous à l'hôpital le 28. Et du coup, normalement, tu as 2 médicaments à prendre. T'en as un à prendre la veille. Là, t'en as un à prendre 1 ou 2 jours avant. Et t'as le deuxième du coup qui est à prendre le matin même. Je sais plus exactement, je crois que c'est 2 jours avant. Oui, c'est 2 jours avant le temps que te préparer tes muscles utérins, tout ça, leur faire comprendre que stop, là on arrête, on commence à arrêter le truc et on va les expulser. En fait, en gros, de ce que j'ai compris, le premier médicament, il tue le sac lutéal pour justement que l'utérus comprenne qu'il va y avoir quelque chose à expulser derrière. Et le deuxième, justement, c'est celui pour déclencher les contractions et faire en sorte que ça sorte. Donc, j'y vais le matin même, clairement, je suis pas fraîche, je suis pas bien, j'essaie de garder la face comme d'habitude, même si c'est celui qui va me chercher, il voit en vrai que je suis pas bien, que je suis pas voilà quoi, mais ouais, j'essaie de garder la face. Et il dit pas grand chose de plus que les banalités qu'on échange quoi. Et c'est une autre amie qui vient me chercher l'après-midi, une amie que j'ai mis un peu plus tardivement au courant, mais qui l'invite quand même, parce que en fait, au bout d'un moment, le truc, c'est que je suis un peu la maman de mon groupe d'amis, dans le sens où soit je suis la plus jeune, soit je suis la plus vieille. Mais quand je suis la plus jeune, je suis la seule qui a le permis et la voiture. Donc disons que pour les sorties, c'est à peu près moi qui conduis tout le monde. Du coup, et donc de ce fait, du coup, c'est pour ça que je suis considérée comme étant la maman du groupe. Et quand oh là là, qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il va? Ok. Attends, je suis en 4e ou le 32e. Là, ça marchera mieux. Et du coup, oui, en fait, je suis la maman du groupe dans le sens où, voilà, donc quand je suis la plus jeune de mes amis avec qui je sors, c'est souvent moi qui mets la voiture. Parce que c'est plus simple et parce que ça me dérange pas aussi de mettre la voiture, on va pas se mentir, mais moi j'aime bien conduire, donc c'est pas un problème. Et quand on n'est pas tout ça, et du coup c'est de l'autre côté, je mets aussi la voiture parce que tous les autres ont pas forcément le permis et la voiture. Ou alors, c'est plus simple, parce que moi il y en a qu'un qui boit moins que les autres, et vu que par habitude c'est moi qui mets la voiture, du coup j'ai toujours un peu ce côté maman du coup.
Et donc, du coup, c'est pas déconnant que j'aurais dû devenir maman derrière, mais c'était juste pas le bon moment. Et pourquoi j'en suis venue à parler de ça? Je sais pas, je sais plus. Mais du coup, voilà, vient le fameux jour de l'opération. Donc, j'arrive le matin. On m'installe dans ma petite chambre d'hôpital. On me donne un antinauséeux. Et moi, je me souviens que quand j'avais été plus jeune, à 14 ans, l'antinauséeux, je l'avais rejeté. Moi, quand je prends l'antinauséeux, je vomis derrière. Me demandez pas le pourquoi du comment, je vous avoue que je ne sais pas. Je ne comprends pas. Je ne saurais pas où l'expliquer. Mais c'est ce qui se passe. Et donc, du coup, je prends mon antinauséeux, je prends mon antidouleur. Je prends mon antinauséeux d'abord, puis mon antidouleur 10 minutes après. 30 minutes après l'antinauséeux, du coup 20 minutes après dans l'antidouleur, je prends le médicament qui est censé me déclencher les contractions, etc. Et 20 minutes après, 20 ou 30 minutes après avoir pris le dernier médicament, du coup le médicament qui déclenche les contractions, je ressors absolument tout. En sachant que comme je suis à l'hôpital, toutes les 30 minutes, j'ai une infirmière ou une aide-soignante. Je pense que c'était plus une aide-soignante qu'une infirmière. Je ne saurais pas vous dire si c'était pas écrit sur son badge. Donc je pense que c'était plus une aide-soignante qu'une infirmière qui faisait toutes les minutes pour voir comment ça allait, comment ça se sentait, comment je me sentais, voir si les contractions avaient commencé, dans quel état l'écoulement de sang était, etc., etc. Donc j'avais pour consigne de ne pas tirer la chasse quand j'allais aux toilettes, que j'avais trop mal, et tout. Donc le début de matinée, ça va, tu vois, genre les contractions, tranquille, genre j'en ai pas tant que ça. Et arrive ce moment entre 10h30 et 11h. Alors si, je commence à avoir des douleurs de règles à partir de... Donc je suis arrivée à 7h30. Je commence à prendre des médicaments à partir de 7h40. Donc à 8h30, je ressors tout. Et à partir de 9h30, je commence à avoir des contractions. Et au début, ça ressemble qu'à des douleurs de règles. Je me dis, c'est bon, tranquille. On m'a dit que c'était vénère, mais en fait, je me suis dit, pour rien, c'est bon. Que nenni. Que nenni. Parce que du coup, arrive 10h, 10h30, des douleurs, mais des douleurs. À ne plus arriver à me concentrer pour la lecture, à me mettre en boule, en position fétale, en boule contre moi-même, avec mon livre et mes 2 poings sur mon ventre, et enfin un point sur mon ventre, mon autre bras autour de mes jambes pour essayer de compresser le plus possible, pour appuyer le plus fort possible sur mon ventre pour que la douleur s'arrête, parce que quand j'ai mes règles, j'arrête mes douleurs par compression le plus souvent, ou par chaleur quand j'ai de la chaleur, sauf que là j'avais pas de bouillotte à ce moment-là, et à un moment, je prends tellement mal que je me dis, il y a forcément un truc, ça caillotait pas forcément dans l'espèce de protection de règles hyper épaisse qu'il m'avait donné. Enfin, genre, je la remplissais pas, ça caillotait pas, mais je me dis, là, c'est pas possible, je peux pas tenir en boule sur mon lit comme ça. Un moment passe la vision dans ma tête de je vais mourir, ça me fait tellement mal que là, en fait, je vais mourir. J'avais amené un doudou ce jour-là parce que j'ai une petite peluche pilou. Je voulais mettre en incrustation mon petit pilou d'amour qui m'accompagne partout, que j'avais pité d'huile essentielle que des odeurs que j'aime. Donc, vraiment un objet à la fois doudou mais avec des odeurs confort pour vraiment m'aider à vivre bien la chose. J'avais pilou contre moi juste en dessous de ma tête pour qu'il soit proche de ma tête et que l'effet d'huile essentielle fasse effet, me calme, etc. Et cette douleur où je me suis dit mais je vais mourir, arrachez-moi le ventre ou je vais mourir en fait, c'est pas possible autrement. J'étais là, ça me fait beaucoup trop mal, je vais canner. J'étais là, vraiment, je vais canner. C'est pas possible. Je vais pas pouvoir survivre comme ça. C'est pas possible. Je vais pas tenir la matinée, je vais mourir. J'étais là à un moment. Alors, je suis désolée, le téléphone est pas en couille. Pour une raison inconnue. Non, alors attendez. Oh là là. Bon, alors, je vais vous laisser caler comme... Je vais pas te recaler. Je suis désolée, le téléphone a fait des siennes. C'est n'importe quoi. Du coup, je vous ai calé à peu près comme ça. C'est pas une vision idéale, mais bon, on fait ce qu'on veut avec les moyens du bord. Mais du coup, j'étais vraiment là. Je vais
mourir. Je vais mourir. La douleur, elle était tellement intense que je me suis dit, non mais si le téléphone ne tient pas, là, je peux rien faire de plus, là, moi. Je peux pas vous garder comme ça. Je te reprends très vite fait du coup parce que j'ai pas pu m'arrêter pour remettre le téléphone comme je voulais dans la voiture parce que peu de temps après la fin de rush du dernier rush qui était catastrophique où le téléphone m'est retombé dessus, en fait le support est tombé pendant que j'essayais de remettre le téléphone sur le sur le support tout simplement pour que je puisse continuer à filmer le podcast. Donc je me vois obligée de vous arrêter prématurément cet épisode de podcast. J'en suis désolée. Et on va du coup se retrouver dans une partie 3, je l'espère très bientôt, qui sera aussi du coup la dernière partie de du coup mon avortement et les autres raisons qui ont mené au fait que je sois en arrêt, qui était au départ le sujet de l'épisode 1 et qui du coup aura duré pendant 3 épisodes parce que je parle trop, j'aime donner des détails quand il m'arrive quelque chose, j'aime donner des détails, j'aime explorer à fond ma pensée et je parle trop. Mais j'aime ça et j'espère que vous aussi. Donc ce sera tout pour cet épisode 2 de podcast, un peu terminé de manière aléatoire et je me suis désolée, je ferai en sorte que ça n'arrive pas les prochaines fois. J'espère que la vidéo vous aura plu, que le podcast vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker, commenter, partager. N'hésitez pas non plus à vous abonner au podcast pour ne pas manquer les prochains épisodes. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de podcast. Des bisous, bye bye.